c'est pas un privilège réservé aux jeunes mâles blancs qu'on fait à HEC de créer des boîtes, de faire des trucs. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. D'accord. Je serai à la voix de mes camarades pour vous faire passer le message. Entreprendre dans l'Ain, le podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Entreprendre dans l'Ain. Et aujourd'hui, je suis très content de pouvoir avoir en face de moi Colline Duprat. Colline, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs ? Bonjour Thomas et merci en tout cas pour l'invitation et très honorée du coup de pouvoir être avec toi aujourd'hui. Donc j'ai 38 ans, je suis formatrice, coach et sophrologue et je travaille dans le cadre de la création de ma société qui s'appelle l'Esprit Co, où j'interviens dans le domaine de l'accompagnement et du développement auprès des particuliers et des professionnels. Super, merci. Est-ce que c'est ton activité principale ? Clairement, j'ai le luxe où j'ai choisi en tout cas de me permettre en tout cas cette vie où je peux aujourd'hui travailler uniquement sur tous ces métiers-là qui pour moi ne font qu'un, qui sont l'accompagnement. Et c'est ma seule activité qui est donc l'Esprit Co. Mais dans l'Esprit Co, on a effectivement le volet formation auprès des entreprises, on a le volet coaching professionnel et on a le volet effectivement sophrologie. Mais tout ça ne fait qu'un et aujourd'hui c'est mon entreprise. Super. Et donc aujourd'hui, on est à Ambérieu-en-Bugey. Oui. On est chez toi. Tu nous reçois pour ce podcast. Et toi, tu es né dans le Bugey, tu es du secteur, ou est-ce que tu es entre guillemets, une pièce rapportée ? Non, je suis une vraie bugiste. Je suis née... Alors, en tout cas, j'ai vécu à Ambronay toute ma jeune vie d'enfant, d'adolescente. Je suis partie pour les études comme beaucoup sur Lyon, mais en rentrant, tu sais, tous les week-ends malgré tout, parce que malgré tout, la famille et les amis sont toujours restés présents ici. Et puis post-Covid, comme beaucoup, j'ai fait vraiment le choix de m'installer définitivement, d'acheter une maison sur Ambérieu-en-Bugey. Et depuis maintenant, 3 ans, je suis là durablement. Super, donc indinoise. Exactement, un vrai produit du terroir. Un produit du terroir, c'est génial. Et donc finalement, dans ton parcours, toi tu as eu une vie quand même avec d'autres activités que l'entrepreneuriat. Ça fait combien de temps que tu es à ton compte ? Oui, alors j'ai surtout eu un gros parcours de salariés dans des groupes d'intérim et de recrutement, dont une expérience dans un seul et même groupe lyonnais où j'ai travaillé pendant près de 10 ans sur des fonctions d'une part consultante, puis directeur d'agence, puis après à lancer des nouveaux projets pour le groupe, principalement des activités de recrutement dans les agences médicales et hôtellerie-restauration. Donc j'ai managé ensuite différentes agences, puis je suis partie lancer dans le cadre du développement du groupe des nouvelles activités un peu partout en France pour agrandir en tout cas le territoire du groupe. Et je suis partie l'été 2023 dans le cadre effectivement d'un commun accord pour voler de mes propres ailes, puisque depuis 2019, j'avais déjà une activité auto-entrepreneur de coach professionnel, puisque je m'étais formée en 2019 sur ce métier-là, et j'alternais entre ma vie de salarié et le métier de coach. Et il y a 2 ans, j'ai fait le choix de partir du salariat pour cette fois-ci prendre mon envol sur toute cette activité-là. À temps plein comme entrepreneuse. À temps plein comme entrepreneur, exactement. Génial. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus sur ton activité finalement, puisque tu parles de formation, de coaching, donc et de sophrologie. Comment déjà tu combines ces choses ? Est-ce que c'est la même clientèle ou est-ce que tu as des clients qui sont finalement très diversifiés entre ceux que tu t'accompagnes en sophro par rapport à la formation ? Comment ça se passe ? Alors déjà la première chose qui me vient, c'est en fait j'ai arrêté de me dire qu'il fallait que je choisisse. On a beaucoup essayé de me dire oui mais tu peux pas être formatrice, manager et tu peux pas être sophrologue, mais tu peux pas à la fois faire du coaching de vie et être coaching auprès de cadres dirigeants. Et en fait c'est très récent finalement ce que je te dis, c'est qu'il y a l'avant-été, c'est grâce à un collectif d'amis avec qui j'ai réfléchi à l'Esprit Co, c'est vraiment, et je le souligne d'ailleurs, j'en profite de ce travail avec une équipe de nanas incroyable, on a redéfini ce que j'étais et je suis tout ça. Donc oui, non, c'était pas la même cible. De mon parcours professionnel, j'ai plutôt développé la clientèle et le réseau professionnel. Donc sur cette partie-là, c'est plutôt la formation management, développement commercial, performance relationnelle, qui fait partie pour moitié, j'allais dire, de mon temps de travail, sur beaucoup de déplacements, beaucoup de formations sur site d'entreprise. Et j'allais dire, le coaching et la sophrologie, c'est plutôt lorsque je rentre de mes déplacements et que je me pose à Ambérieu, j'ai mon cabinet et là, je suis vraiment sur l'accompagnement individuel pour du coaching de vie et ou de la sophrologie en individuel ou sur des ateliers collectifs que je mène au centre nautique d'Ambérieu. D'accord. Voilà. Alors justement, tu posais la question tu disais coaching de vie. J'allais te poser justement la question de savoir quel type de coaching, parce que des coachings, on accompagne les gens sur
on peut accompagner sur plein de thématiques différentes. Ouais. Toi, tu t'es centré plutôt sur du coaching de vie, c'est ça? Alors, pas franchement, quand je voulais dire ça, c'est que plutôt, quand je suis sur Amberieux, c'est plutôt ce qui concerne le particulier, les problématiques de vie. Donc, on est sur plutôt l'affirmation, la confiance en soi. Ça peut être des transitions malgré tout de vie, suite à, à des événements. C'est effectivement aussi souvent des transitions professionnelles. Donc, tout s'entrecoupe en général. En tout cas, il y a toujours un avant et un après, même quand ils viennent nous voir pour des sujets de vie, ça peut être sur le plan professionnel que ça bouge ou l'inverse. Donc, je ne me suis pas spécialisée forcément sur le coaching de vie. C'est juste qu'effectivement, en étant sur Amberieux, en ayant la double casquette sophro-coaching, on est plutôt à venir me rencontrer pour des sujets autour de la confiance, de l'affirmation, de la connaissance de soi, pour passer des caps, en tout cas, dans la vie. C'est pour ça que je parle de coaching de vie, mais je ne suis pas très à l'aise avec le terme coaching, d'ailleurs, si je peux le dire aujourd'hui. C'est un terme qui est galvaudé et on est des personnes aux ressources, on accompagne, peu importe, il n'y a pas de magie, on n'est pas des coachs à être derrière, juste on a des outils, des protocoles, un questionnement qui permet d'aider l'autre à faire un pas de côté, et en toute humilité, c'est juste qu'on se trouve être cette personne-là à ce moment-là. Super. Quand tu as pris la décision, tu nous as expliqué que tu as fait une première étape qui a été de te mettre en auto-entrepreneur, si j'ai bien compris, sur la partie coaching, et à un moment tu bascules complètement dans le dire allez, je vole de mes propres ailes, il y a la sophro en plus, la formation, etc. C'est quoi l'élément déclencheur chez toi à ce moment-là? Alors il y a deux sujets, c'est même si t'as peur, vas-y. Alors je sais pas de quoi j'avais peur, c'était plus de sortir peut-être un peu de la prison dorée. On est installé depuis quand même un moment, et puis j'avais la chance d'être dans un groupe incroyable où j'étais très libre malgré tout. C'était de l'entrepreneuriat que je vivais malgré tout au sein de ce groupe-là, donc pas forcément lassé de je veux être libre de mes choix, mais plutôt envie de développer d'autres compétences, comme si finalement cette entreprise-là ne me faisait découvrir qu'une partie de moi. Et je voyais que ça poussait sur beaucoup d'autres sujets. Et à un moment donné, j'ai plus le choix. C'est-à-dire que ça s'est imposé. Je dis souvent que l'entrepreneuriat, je trouve, s'impose à nous. On ne choisit pas. Et c'est pour ça que parfois c'est compliqué. Parce que derrière, il faut composer avec une valeur finalement qui nous est propre. Et comprendre ce que ça sous-entend derrière. Donc je dirais que ça s'est imposé depuis un moment. Et que c'est juste que, à force, je dirais qu'il s'est passé 3 ans où je savais que l'heure approchait, et puis un jour, la discussion avec la bonne personne pour dire s'il te plaît, en fait, libère-moi à ma chef. Et je savais qu'elle voulait que je l'accompagne encore sur d'autres projets. C'était un peu un deal entre nous, et il y a eu le dernier projet que j'ai lancé sur Nice, très beau projet. Peut-être que pas envie de faire le projet de trop, et aussi de me dire que je voulais terminer sur quelque chose de propre, de beau, et j'étais libérée. Donc mars, ça se termine, et juillet, la rupture est signée. Qu'est-ce qui a été le plus important pour toi dans cette période de prise de décision? Avant, tu veux dire que j'acte? Oui, je dirais vraiment dans ce moment où un peu cet entre-deux... On a l'impression qu'on va avoir le monde à nos pieds, c'est la découverte. Alors moi, j'avais pas à ce moment-là, je suis dans l'euphorie. Je suis dans l'euphorie de ça y est, j'y suis, je suis fière, je pars propre, j'ai l'impression que je vais... avoir le monde à mes pieds, je vais pouvoir choisir tous les sujets, et c'est une période complètement euphorisante qui se transforme en partie ensuite par contre en fait il faut que je me repose avant de me relancer. Donc en fait j'expérimente pendant 6 mois, alors peu de temps je dis ça, mais j'expérimente la radio par le bénévolat, j'expérimente un petit peu le théâtre un peu plus, j'expérimente l'accompagnement pour des entreprises, mais de manière complètement bénévole. J'ai envie de me faire plaisir en fait, donc je fais plein de petites choses mais qui ne me rapportent rien, juste pour m'épanouir, et puis les choses se structurent peu de temps après. Et qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans cette transition de je passe de salarié à je me lance comme entrepreneur? Il est vrai, quand on parle de la solitude de l'entrepreneur, je l'ai assez rapidement comprise parce que je me pensais quelqu'un de très solitaire dans le travail, étant indépendante. Mais en fait, c'est toujours mieux quand on le choisit. Et en fait, quand c'est un peu plus subi, finalement, ça manque de partager. Même si dans nos métiers, on est constamment avec de l'humain, je me suis retrouvée à me dire que je partage pas forcément mes fiertés. Notre entourage personnel, alors on peut être à l'écoute et là, mais
ok, enfin, ils entendent, ils comprennent pas forcément toujours tout ce qu'on fait. Et du coup, tout ce que je vivais d'incroyable, des nouveaux marchés, des nouveaux clients développés, enfin, j'ai eu un élan de, ok, j'ai pas eu tort de le faire, j'étais fière de tout ce qui s'est passé. Et peut-être que oui, des personnes pairs avec qui on peut échanger sur tout ce travail-là aurait pu être agréable au début, et je l'ai pas forcément eu, mais bon, j'étais quand même focus sur mon développement, donc j'avoue que rapidement, en fait, je me suis quand même nourrie, j'allais dire, de tous ces projets, de tout ce qui m'est arrivé. Et maintenant, les choses se structurent. Je suis un peu plus entourée aussi professionnellement. J'essaye, en tout cas, voilà, avec des réseaux d'associations de lettres. Et ça va, je me sens, en tout cas, beaucoup plus outillée aujourd'hui. Est-ce qu'on doute à un moment quand on se lance comme ça ? Tous les jours. Le syndrome de l'imposteur, je pense qu'on l'a, alors d'autant plus quand on quitte un peu une sécurité d'entreprise, c'est-à-dire, mais je me prends pour qui en fait, j'ai cru que j'allais faire quoi de plus, qu'est-ce qui existe déjà, surtout qu'on est sur des métiers d'accompagnement où le marché reste assez porteur, mais saturé aussi dans un sens, donc tous les jours c'est un peu la remise en question, mais je trouve qu'elle fait plus avancer dans mon sens qu'elle me fait reculer, c'est du doute. On est sur des métiers dans l'accompagnement de remise en question constante sur sa pratique, sur est-ce que j'ai posé la bonne question, est-ce que j'étais bien neutre à ce moment-là. Donc le doute fait partie finalement de la pratique, donc on doute, mais à mon niveau, c'est plutôt stimulant. On dit que l'emplacement est primordial dans un business. Est-ce que tu estimes que c'est pertinent de t'être installé pour faire de la sophro et du coaching dans un site, une ville comme Amberieu-Bugey, ou est-ce qu'aujourd'hui, avec quelques temps de recul, là tu dirais peut-être qu'il y a dans une plus grande ville, il y aurait plus de monde, ou est-ce que le territoire se prête suffisamment est-ce qu'il est suffisamment attractif pour ce type d'activité ? Est-ce que tu as eu ces questions ? Ou est-ce que finalement les choses se sont faites comme ça et ça fonctionne ? Qu'est-ce que tu dirais de ça ? Alors, ma première réponse, ça va être qu'il n'y a pas de mauvais secteur, il n'y a que des mauvais professionnels. Okay. Ça, c'est une éducation commerciale à l'époque où voilà, on développe, on dit oui, mais mon secteur, il y a mon entreprise. Non, il n'y a pas de mauvais secteur, il n'y a que des mauvais commerciaux, on disait à l'époque. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a continué de m'accompagner. Donc, je ne me pose pas la question de savoir si je suis à la bonne place. J'essaye de faire au maximum avec l'environnement dans lequel je suis. Mais il est vrai que j'essaye d'adapter peut-être mon offre à l'environnement dans lequel je suis. Je m'explique. Aujourd'hui, l'atelier collectif que je mène au centre nautique, c'est vraiment pour pouvoir justement permettre au plus grand nombre de venir découvrir une pratique qui peut faire du bien, puisque voilà, c'est des séances à 5 ou 10 euros pour se permettre justement cette parenthèse. Donc là, je le fais justement parce que peut-être que sur Amberieu, la culture bien-être n'est pas aussi présente qu'elle le sera dans des villes balnéaires ou dans des grandes villes, et j'essaye d'adapter aussi mon offre à la partie effectivement du secteur. Je dirais qu'en fait la partie formation vient vraiment financièrement, voilà, je suis pas là-dessus à faire comment dire, j'ai une offre de service en formation et j'en déroge pas parce qu'aujourd'hui c'est du temps, c'est une compétence, voilà. Et sur la partie sophrologie, je trouve que c'est là où c'est comme c'était un peu ma récré aussi, et j'essaye de vraiment l'ouvrir au plus grand nombre et de m'adapter au secteur. Écoute, je pense que c'est tout à ton honneur de pouvoir l'offrir comme ça sur le secteur au plus grand nombre. Pour la partie formation, tu dis que donc tu as une offre de formation pour les entreprises, c'est bien ça ? Oui. Sur quel type d'activité tu formes ? Alors, management de proximité principalement, et c'est là où je préfère, j'allais dire, intervenir. C'est sur pour moi, ces professionnels qui sont des experts métiers et qui gravitent l'échelon en passant derrière manager proximité, mais à qui on n'apprend pas à devenir manager. Et je trouve qu'il est super intéressant ce passage à l'acte, et j'adore pouvoir accompagner justement dans cette nouvelle posture, ce nouveau costume, et les faire se sentir authentiquement nouveaux managers, mais en respectant qui ils sont. Et de toute façon, quoi que je fasse dans mes 3 activités, c'est toujours ce qui m'anime, c'est apprendre à faire que l'autre se découvre, se connaisse, se respecte et devienne authentiquement ce qu'il est. Et voilà, et dans la formation management, c'est ce qui se passe principalement, et j'adore ça. Tu as d'autres types de formations Développement commercial, parce que ça, c'est l'expertise métier que j'ai développée, donc bien sûr que je continue à travailler pour former, accompagner. Et après, tout ce qui tourne autour de la communication non violente, de la performance relationnelle, voilà, vraiment, j'allais dire, de tout ce qui est autour de l'assertivité, de comment finalement on interagit dans le monde
l'entreprise. Qui est souvent, je pense, un des éléments qui peut-être peut être... qui a le plus de marge de manœuvre, j'ai envie de dire, en entreprise. Je pense que la communication, communiquer de manière bienveillante pour passer finalement les messages qu'on a envie de faire passer, tout en respectant l'autre, c'est souvent, je pense qu'il y a de la place là-dedans, et ça fait vraiment la différence, personnellement pour l'avoir expérimenté, de pouvoir passer des messages de manière bienveillante et apprendre à un manager à passer des messages bienveillants. Là, ça fait une vraie différence dans le résultat, dans la vie d'une équipe. Bien sûr. Souvent. Qu'est-ce qui aujourd'hui pour toi est le plus stimulant dans ce que pas en termes d'activité, mais de manière plus globale en tant qu'entrepreneur? C'est quoi que tu trouves de plus stimulant dans ta vie d'entrepreneur? Les rencontres, là pour le coup, parce que je commence à m'ouvrir à d'autres professionnels qui partagent, j'allais dire, le métier de l'entrepreneuriat. Pour exemple, hier j'étais sur un événement où on était plusieurs entrepreneurs avec nos niveaux de compétences pour une journée un peu sécurité pour une entreprise. Et on rencontre du coup constamment en fait, des professionnels avec qui naturellement en fait, on lie très vite des liens parce qu'on sent qu'il y a quand même un vecteur commun, une manière de voir, j'allais dire le monde, mais c'est presque ça. En tout cas, une excellence opérationnelle, une envie de transmettre, une envie effectivement d'être authentiquement nous. Et l'exemple de ma journée d'hier avec 7 autres professionnels qui interviennent sur des niveaux... il y avait du sport de combat, il y avait la partie plutôt cohésion d'équipe, il y avait la partie gestes et postures, et c'est extrêmement enrichissant, et du coup on passe aussi des bons moments, soirée la veille, journée tous ensemble, et je trouve que dans ces métiers-là, on est aussi amené à travailler, à collaborer avec d'autres, et ça amène l'humilité, ça amène plein de choses en fait que je découvre, je trouve, dans cette nouvelle aventure de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu trouverais alors, au contraire, de plus frustrant dans ta vie d'entrepreneur? Alors frustrant, je sais pas, mais ce que je déteste, c'est tout ce qui est lié à l'administratif. Et ça, c'était un de mes freins à l'époque quand je me suis lancée en me disant « t'es pas organisé sur ce plan-là, ça me perd de temps ». L'administratif, pour moi, c'est un truc faut faire, mais c'est... Ouais. Donc ça, c'est ce que j'aime le moins. Ce qui me frustre peut-être le plus, le temps. Pas pouvoir développer autant. J'ai choisi de ne pas choisir entre mes 3 activités, mais forcément qu'à des moments ça coince dans l'emploi du temps parce que j'essaye aussi maintenant de m'imposer un temps de travail, même si en entrepreneur on est j'essaie d'avoir des temps quand même de repos, donc on ne peut pas travailler 7 jours sur 7, donc des moments on décale des projets alors que naturellement on aura envie de pouvoir tout mener de front tout le temps, donc ça c'est frustrant. Quand tu te lances au moment où tu décides de faire la bascule entre ton activité salariée et de prendre ton envol comme tu l'expliquais, est-ce que tu as trouvé du soutien? Est-ce que tu as eu des moments où tu t'es dit putain, là j'ai besoin d'avoir un peu d'aide, ou est-ce qu'il y a eu des temps de discussion, d'échange, quoi que ce soit, mais où tu t'es dit là il y a cette ressource qui est là, j'ai réussi à engager avec cette ressource et ça m'aide à franchir le pas? Alors me concernant, je pense que c'est plutôt maintenant que je suis capable de reconnaître que j'ai besoin et que je vais me tourner vers d'autres partenaires. Je pense que quand je quitte l'entreprise, il y a un peu plus d'ego. Il y a un peu plus, si tu as fait ça, tu vas être capable de tout. Et je pense que j'ai progressé sur ma capacité à reconnaître ce sur quoi j'étais capable et en fait ce sur quoi j'avais besoin d'aide. Et actuellement, j'ai besoin, sur la partie compta, j'ai besoin sur la partie réseaux sociaux, parce que je communique très mal, j'ai besoin sur la partie formation en intelligence artificielle. Et je m'ouvre un peu plus, si je puis dire, à tout ce qu'il y a autour finalement de mon activité qui pourrait m'aider, soit me faire passer un cap, soit intellectuellement me stimuler, alors qu'au début, quand je lance l'esprit co au débarrage, c'est plutôt je vais y arriver seule. Voilà, je suis forte, je vais y arriver seule. C'est plus vrai aujourd'hui. Donc tu dirais que l'ego c'est un frein? Oui. oui, bien sûr, l'ego c'est un frein à tout, c'est un frein pour tout. Et j'essaye d'en avoir le moins possible, mal placé en tout cas. Et cette valeur humilité chez moi elle est extrêmement importante et je la recherche aussi dans les partenaires avec lesquels je travaille. Alors j'ai envie de te challenger, est-ce que finalement l'ego c'est pas aussi le moteur qui fait qu'on arrive à se lancer?
Oui, alors peut-être, mais c'est pas l'ego mal placé, celui-ci, c'est l'ego en tout cas qui nous fait dire qu'on est capable, c'est l'ego qui nous fait dire que oui, on peut avoir les ressources. Après, je considère quand même que ça s'impose à nous, l'entrepreneuriat. Donc pour moi, ça va peut-être même au-delà du mental, de l'ego. Enfin, c'est quelque chose de... un accouchement. Enfin, j'y vois quelque chose d'un peu plus même viscéral que ça, si je puis le dire comme ça. Est-ce que tu as eu besoin ou pas de te tourner vers des financements pour lancer ton activité? J'ai entrepris des premières démarches, mais j'ai pas eu besoin d'aller au bout, mais j'avais entrepris des premières démarches pour savoir, dans le cadre d'une prise de local, j'ai essayé, mais alors là, typiquement, c'est dur. Alors, il y a beaucoup de ressources autour de nous, mais je me sentis un petit peu pas trop savoir vers qui me tourner. Enfin, chacun y va un peu de son avis. Et j'ai décalé le problème, mais le problème va se reposer à un moment donné. Et là, je sais par contre que par les rencontres, les réseaux mis en place, je pense que je gagnerai en efficacité sur comment mener à bien un projet pour aller potentiellement chercher des financements, des aides, des subventions. Mais à un moment donné, j'ai voulu voir plus grand et je me suis décalée. Et finalement, avec les activités que je mène, j'ai plus eu besoin de ce local-là, vu que la formation prend une part importante et que je me déplace beaucoup. Mais c'est difficile. Ton intention, c'était d'acheter un local éventuellement? Oui, ou acheter, en tout cas, d'avoir... Oui, tout à fait. Est-ce que tu as eu le besoin, est-ce que tu t'es tourné à un moment aussi vers les autorités locales? La mairie, les organismes plus locaux, institutionnels? Alors, plutôt dans le cadre d'une démarche commerciale, dans l'idée de faire connaître mon activité sophrologie, et donc dans l'idée un peu des ateliers que je mène à la piscine. Il a bien fallu avoir une autorisation à un moment donné de la mairie. Mais ce serait tout. Je l'ai plutôt fait dans une démarche commerciale, il n'y a pas eu d'autres rencontres avec des institutions Ok. À ce stade. Et comment ça a été accueilli finalement? Plutôt positivement, j'imagine, puisqu'aujourd'hui tu organises tes ateliers. Je t'avoue que je le différencie pas trop du reste du développement de ce que j'ai mis en place, donc ça a été bien accueilli. En tout cas, je crois que les institutions sont plutôt à l'écoute et ouvertes à des nouveaux projets. Enfin, en tout cas, j'ai envie de croire que les initiatives locales sont plutôt accompagnées. Ok. Et est-ce que tu as des partenaires locaux? Alors, dans ma pratique de sophrologue, je suis en lien avec d'autres thérapeutes, puisque aujourd'hui, je ne suis pas magicienne, donc parfois, certains clients, je préfère les orienter vers d'autres partenaires, donc sur soit une expertise en sophrologie que je n'ai pas. Sur la gestion de la douleur, par exemple, c'est quand même très spécifique. Je pense à toutes les personnes qui ont des cancers ou autres. Aujourd'hui, ce n'est pas une spécialité que je souhaite réaliser, donc sur ce parti-là, je vais orienter sur d'autres professionnels. Donc, c'est plutôt sur le réseau coaching sophrologie. Okay. Formation, oui aussi, si jamais on me demande des formateurs dans d'autres domaines que je ne fais pas, bien sûr, j'ai quand même des contacts. D'accord, tu t'es pas rapproché d'un groupe d'entrepreneurs autre que entreprendre dans l'un, etc. Mais voilà, est-ce que... Pour l'instant, pas forcément. Après, je travaille plutôt pour des organismes de formation, puisque je n'ai pas mon numéro, moi, formateur. Je préfère travailler pour des organismes de formation. Donc en ça, j'ai l'impression de faire partie de collectifs un peu d'entrepreneurs, puisqu'on est parfois plusieurs à se retrouver autour de ça. Donc indirectement, ce serait ma manière à moi d'avoir ce réseau-là. Ok. Pour revenir peut-être sur un point que tu as déjà mentionné, mais qui, je pense, est hyper important pour des entrepreneurs, c'est la question de la communication. Oui. Aujourd'hui, comment tu communiques pour faire connaître tes activités? Alors, j'essaye de communiquer par les réseaux sociaux. Alors, j'ai créé quand même un site internet, donc l'Esprit Co. Je me suis rapprochée d'une plateforme de prise de rendez-vous en ligne, Liberlo, qui permet effectivement de prendre rendez-vous. Donc, j'essaie de communiquer autour de cette possibilité-là pour mes clients sur Facebook, Instagram. Je ne communique pas beaucoup ou pas bien. C'est un temps que je n'arrive pas encore à m'accorder. Donc, j'essaye de capitaliser sur le bouche à oreille, en tout cas sur la partie sophrologie et coaching sur le réseau en Barrois. Et aujourd'hui, sur la partie formation, je reste récente dans ma nouvelle activité, donc j'avoue que j'ai un planning qui est plutôt bien plein sur les prochains mois, donc je n'ai pas encore eu besoin de communiquer, de développer la partie formation, mais quand ce sera le cas, ce sera principalement par du phoning, et je vais me capitaliser sur ce que je sais faire, c'est-à-dire le démarchage commercial auprès des entreprises. Oui, effectivement. Est-ce que tu as déjà envisagé
de proposer de la formation en commerce, sur l'aspect développement commercial pour des entrepreneurs ? Alors, ce serait clairement en plus le point fort sur lequel je pourrais capitaliser. Là, c'est clairement le manque de temps, de ne pas avoir encore constitué une offre autour de ça. Mais oui, c'est ce qui peut m'intéresser parce que ça relie à la fois l'accompagnement coaching et le talent commercial. Parce que pour le coup, quand on fait ça depuis 15 ans, à un moment donné, l'expertise, on l'a. Donc, je trouve ça chouette de pouvoir apporter sur ce plan-là. Quand je sais que pour beaucoup, entreprendre, c'était ce point-là pour lequel ça a été moins compliqué pour moi, peut-être pour certains, parce que commercialement, j'avais pas peur. Je connaissais déjà ce que ça sous-entendait et il est vrai que parfois quand on entreprend, c'est ce volet-là qu'on connaît moins. On a une vraie expertise sur un domaine mais on ne connaît pas le comment communiquer, le comment développer son activité et c'est vrai, c'est peut-être là-dessus où j'ai peut-être, même si moi je ne sais pas communiquer, j'avais pas peur de développer en tout cas. Oui. Sur la partie commercialisation, dans ton expérience professionnelle, tu avais plutôt travailler à commercialiser auprès d'entreprises ou auprès de particuliers ? Que du professionnel. Que du professionnel. Là, dans le domaine du recrutement, donc de la prestation de services, voilà, c'était vraiment... Donc finalement, la commercialisation vis-à-vis du particulier, ça reste... c'est pas quelque chose que tu abordes... Est-ce que tu l'as abordé de la même manière ou est-ce que est-ce que tu vois ça de manière différente ? Alors complètement, c'est bien pour ça que je suis nulle avec le particulier. Parce qu'en fait, c'est pas du tout les mêmes leviers. C'est effectivement beaucoup par les réseaux sociaux. Il faut être présent, il faut faire du contenu. Et tout ça, avec le pro, j'ai jamais eu besoin. C'était le talent, l'envie, l'enthousiasme. On se voit en rendez-vous et à partir de là, la magie opère. On n'a pas ça avec le particulier. On n'a pas cette chance-là. Et du coup, non, les repères sont complètement différents pour moi. Et donc, non, clairement, c'est un vrai axe de progrès. Et tant mieux. Trop, ça aurait été dommage de ne pas connaître l'humilité de se dire que le particulier c'est complètement autre chose et que pour l'instant c'est pas mon truc. Je l'ai amené comme ça, mais c'est vrai que la question c'était de se dire malgré tout, je pense qu'il y a des outils du développement commercial qu'on met en œuvre avec des professionnels qu'on va aussi utiliser avec les particuliers, mais ça reste différent. Mais je pense qu'il y a quand même des choses qu'on peut comparer, des choses qu'on peut rapprocher. Sur les réseaux, par exemple, tu penses ? Sur les réseaux, puis même dans la partie, peut-être la relation commerciale qui se met en jeu, c'est-à-dire qu'est-ce que j'offre, comment je me positionne en tant que professionnel. Bien sûr. Mais c'est plutôt sur le fait de communiquer, comme je te dis. Moi, j'ai jamais eu l'impression d'avoir besoin de réfléchir finalement à structurer une offre. Enfin, c'était dans le discours et on n'a pas l'occasion avec le particulier, à part quand on le rencontre et qu'on a notre premier échange, où là, c'est fluide et du coup, c'est OK. Mais sur la communication en amont, oui, c'est vrai ce que tu dis, mais de mon expérience, c'est pas ce que moi j'ai expérimenté puisque j'étais vraiment que sur la partie développement au sens pas forcément structuré, réseaux sociaux et offres... attractive, rédigée si je puis dire. C'était vraiment... Qu'est-ce que tu trouves de plus difficile dans la partie communication, justement, réseaux sociaux ? Alors, il y a beaucoup d'outils qui existent aujourd'hui. Enfin, il y a l'IA, il y a des outils esthétiquement qui permettent de faire des choses sympas, mais que je maîtrise peu. Donc, ce que je trouve difficile, c'est de trouver le temps ou de me dire que ce temps-là va être opportun pour m'aider dans mon développement. Enfin, pour l'instant, j'en fais pas une priorité, donc oui, je trouve que c'est un outil incroyable et je suis très admirative quand je vois, parce que je suis cliente moi des réseaux, je regarde un peu tout ce qui se pratique sur des partenaires qui peuvent faire le même métier que moi, et j'ai l'impression que je suis pas capable. Enfin, là-dessus, moi, c'est vraiment encore un point de progrès. C'est pour moi, il y a tout un monde que je n'ai pas expérimenté par rapport à ça. Qui me fait peur. ça me paraît compliqué, ça me paraît prendre du temps, ça me paraît chronophage. Et pour l'instant, c'est vrai que je fais un petit peu de côté. Je dirais, est-ce que tu n'as pas encore saisi la partie de l'IA qui est plutôt justement un outil pour gagner du temps ? Alors, c'est là où, par rapport à mon parcours dans le nouvel entrepreneur, je pense qu'il va falloir que je fasse pause. Et je suis quelqu'un qui va vite, qui est dans le projet, qui aime avancer, mais là, il va falloir que j'apprenne à me dire « Ok, c'est bien, tu t'es rassuré. Maintenant, vois plus loin et structure les choses et prends le temps de te faire former, de rencontrer, pas pour forcément juste être dans le projet immédiat ou dans la transformation. Là, je pense que la deuxième partie de l'année qui va arriver à partir de septembre, vu que j'ai plutôt des choses calées, je vais pas prendre trop plus et je voudrais vraiment arriver à prendre ce temps-là pour
compenser tous les points de progrès et repartir 2026 une nouvelle entrepreneur. Intéressant. Comment tu la vois alors, l'entrepreneur 2026 ? Elle sera plus posée quand même, elle aura compris qu'elle a confiance en elle sur tout ce qu'elle entreprend et que ses accompagnements fonctionnent. Elle a eu raison de ne pas choisir entre la formation, le coaching et la sophro. Mais effectivement, si elle veut passer un cap, puis parce que c'est quand même stimulant de se dire qu'on rayonne aussi un petit peu l'ego, alors la bonne ou la mauvaise partie, j'en sais rien, et d'arriver à communiquer autour d'une offre qui soit structurée, qui soit... diffusée en tout cas autour des différents réseaux. Je pense que j'ai envie de pouvoir diffuser, rayonner autour de mon territoire sur ce que je fais, les 3 casquettes que j'entreprends. Alors justement, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, ta clientèle actuelle, c'est celle que tu avais prévue ? Non. Je pensais pas que la partie formation, finalement, j'y reviendrais aussi fort. Et j'y reviens très fort. Et j'adore. Et en fait, ça restera, à mon sens, on verra la nouvelle 2026, mais pour moitié ce que j'ai envie de faire. Voilà. Je pensais que la partie sophrologie coaching, ce serait vraiment... Parce que je pensais que je me réaliserais plus dans l'entretien individuel que finalement... sortie de mon métier d'avant où j'étais beaucoup en groupe, à devoir challenger, animer. C'est fatigant aussi parfois quand on est manager. Et je pensais que du coup, j'aurais envie de retrouver l'authenticité toujours que d'être dans le 1 pour 1. Et j'adore. Mais j'aime toujours autant en fait fédérer et faire qu'il se passe des déclics dans ce groupe parce qu'en fait, dans un groupe, il se passe toujours des choses incroyables et être témoin de ça, en fait, ça n'a pas de prix. Bah écoute, merci déjà pour tout ça. On arrive un peu à la fin de mes questions sur cet entretien. Et j'ai envie de terminer avec quelque chose. C'est qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer, qui veut lancer son entreprise demain ? Bah lance-toi. Enfin, honnêtement, je dirais juste tout ce qui nous freine, c'est les peurs, etc. Mais ça, on a toujours, mais ça n'empêche pas de se lancer. Et puis parfois, quand on est dans un statut, par exemple, auto-entrepreneur, on peut très bien se lancer officiellement en créant son statut tout en assurant la sécurité derrière, mais rien que le fait de faire les démarches et de créer son statut auto-entrepreneur et peut-être de commencer dans le cercle amical, puis professionnel, ça mange pas de pain de faire quelques cartes de visite si on a une expertise, même si pour l'instant peut-être on garde encore son activité parce que la vie familiale, on peut pas toujours se permettre de faire le grand saut dans l'inconnu pour des raisons plutôt financières. Mais par contre, on n'est pas obligé de choisir tout de suite, mais il n'y a rien qui empêche le fait de se lancer au sens de faire son statut auto-entrepreneur, ça prend 10 minutes et derrière, on est déjà auto-entrepreneur, même si on garde encore la stabilité, la sécurité à côté. Donc, dès qu'on a l'envie de se lancer, je ne vois pas le frein à se lancer, même si on ne facturera peut-être pas avant 1 an, ou qu'on facturera peut-être même jamais. Je trouve que symboliquement, ça vient quand même amener quelque chose de plus. Et donc, il n'y a pas besoin de révolutionner sa vie pour créer son statut auto-entrepreneur et se sentir entrepreneur. C'est un état d'esprit. Eh ben écoute, je trouve que c'est une très belle phrase pour terminer cet entretien. Je te remercie énormément, Colline, merci pour ça. Merci à toi pour les qualités de tes questions, merci beaucoup. Et puis, j'encourage nos auditeurs à venir découvrir les autres interviews qui seront à venir sur le podcast d'Entreprendre dans l'Ain. Merci, à bientôt.